Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement et aujourd'hui re-reconfinement partiel. La seule évocation de ces termes nous montre à quel point le flou et l'incertitude dirigent nos vies depuis près de 2 ans. Des libertés fondamentales telles que la liberté de circuler, de se réunir, d'être éduqué ont été atteintes de façon inédite. Mais comment un objectif dit de santé publique a-t-il pu faire vaciller les principes fondateurs de l'état de droit démocratique et ceux de la démocratie représentative? C'est la question que pose Nicolas Thirion dans son dernier ouvrage « Le confinement par les nuls », publié aux Presses universitaires de Louvain. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors Nicolas Thirion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur ordinaire à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège, où vous enseignez notamment les théories du droit. Et vous publiez donc cet ouvrage, Le confinement par les nuls. On voit directement la référence donc à cette célèbre collection pour les nuls. J'imagine que c'est un titre volontairement provocateur. Oui, j'ai voulu au fond réaliser une sorte d'objet littéraire non identifié qui était à mi-chemin entre l'essai sérieux, entre guillemets, et d'autre part le pamphlet, parce que je pense qu'un certain nombre de mesures sanitaires n'appellent le plus souvent que de grands éclats de rire, et donc j'ai voulu au fond mêler à une réflexion que j'espère sérieuse et approfondie, quelques petites piques et quelques petites satires à l'encontre de ces mesures sanitaires. Donc oui, en effet, le titre est volontairement provocateur. Oui, vous dénommez vous-même votre ouvrage comme un essai intempestif. Et c'est vrai que ça donne le ton de l'ouvrage. Vous parlez de parlements croupions, de juges frileux, des juges bâillons de l'état de droit. Vous comparez les experts, par exemple, à des starlettes de la virologie, de l'infectiologie, de l'épidémiologie. J'ai l'impression, en vous lisant, qu'il y a vraiment une forme de colère en vous. C'est une colère contre qui? Contre les politiques qui ont piétiné l'état de droit? C'est une colère contre la façon, en effet, dont la crise sanitaire a été gérée et la façon dont cette gestion a fait absolument fi de tous les principes fondamentaux qui gouvernent un état de droit démocratique comme la Belgique. Et donc, en effet, c'est d'abord, en effet, le mécontentement ou la colère éprouvée à l'analyse de ces mesures, et en particulier de leur transposition dans des textes juridiques la plupart du temps kafkaïens, voire ubuesques, qui a provoqué mon envie, si vous voulez, d'aller y voir de plus près et de consacrer un ouvrage entier à cette question. Oui, on voit que ce n'est pas tant les mesures elles-mêmes que vous critiquez dans cet ouvrage, c'est surtout la manière dont elles ont été prises, sans consultation notamment du Parlement, avec l'approbation des juges qui ont été un peu légers, on peut dire, dans certaines de leurs décisions. Donc c'est vraiment ça que vous critiquez, c'est le contexte et la gestion. Oui, c'est qu'en réalité, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de réfléchir sur des questions que je connais un peu. Et par conséquent, le domaine que je connais un peu, c'est le domaine juridique. Et donc, en réalité, j'ai voulu partir d'une description de ce que c'est qu'un état de droit démocratique, c'est-à-dire à la fois une démocratie représentative accompagnée d'un certain nombre de principes tels que notamment la protection des droits fondamentaux, et à partir, si vous voulez, de ce modèle qui est l'état de droit démocratique, j'essaye de voir comment la façon dont les autorités publiques ont géré la crise sanitaire ont respecté ou non ces principes fondamentaux. Et ma conclusion, elle est malheureusement sans appel, c'est que la plupart de ces principes ont été dans bien des cas méconnus, voire foulés aux pieds. Alors, revenons sur différents points. Le rôle du Parlement, d'abord. Comment vous expliquez, vous, que les parlementaires aient laissé l'exécutif décider? Alors, OK, pour le départ en mars 2020, on peut se dire qu'il y a une certaine urgence, tout le monde était un peu perdu. Mais comment expliquer que des mois plus tard, une majorité des parlementaires n'ait pas exigé d'être consultés sur ces mesures? Il y a probablement plusieurs raisons qui expliquent cette apathie de l'institution parlementaire. La première, c'est l'inconscient collectif qui a gouverné la gestion de la crise sanitaire depuis le début, en particulier en Occident. Et cet imaginaire ou cet inconscient collectif, c'est, me semble-t-il, celui de la guerre. Nous étions en guerre, alors évidemment, ça a été affirmé de façon explicite par le président de la République française, mais je pense que même en Belgique, et nonobstant le fait qu'on n'ait pas utilisé ce vocabulaire, on
a en quelque sorte avalisé cette idée que l'on était dans une situation de guerre, d'abord contre un virus, et puis, comme nous le verrons peut-être plus tard, contre certaines catégories de la population considérées comme dangereuses pour la maîtrise de la situation sanitaire. Et en situation de guerre, c'est bien connu, même dans les démocraties, même dans les régimes respectueux de l'état de droit en temps de paix, eh bien, c'est l'exécutif qui prend la main dans une telle hypothèse. Et les autres pouvoirs constitués, c'est-à-dire l'institution parlementaire d'une part, l'institution judiciaire d'autre part, eh bien, se retrouvent en quelque sorte dans l'arrière-salle de l'état de droit. Et c'est alors l'exécutif qui prend la totalité, en quelque sorte, de la scène. Finalement, il fallait faire front tous ensemble parce qu'on était en guerre. Voilà. Et donc, le Parlement ne pouvait pas ou ne s'est pas senti légitime pour intervenir. Ça, c'est une première raison, qui est une raison, disons, liée probablement à l'atmosphère générale qui a régné depuis le début de la crise sanitaire. Deuxième raison, qui est plus conjoncturelle, c'est le fait, évidemment, que nous sommes dans un parlementarisme où les partis, ou le régime des partis est particulièrement important, et où, effectivement, on a véritablement un fonctionnement de l'institution parlementaire, majorité contre opposition, et où on a vu effectivement des partis, y compris des partis en principe attachés historiquement aux libertés publiques, laisser celles-ci se détricoter, parce qu'effectivement on était dans un gouvernement qui a été un peu construit comme ça, à hu et à dia, et en raison précisément de cette majorité composite, les partis ont imposé en gros aux parlementaires la discipline gouvernementale, la discipline de vote absolue. Ça a été notamment le cas au moment du vote de la loi pandémie. Et donc il y a cet aspect-là aussi qui est l'aspect au fond, le Parlement n'était pas libre en quelque sorte de débattre de façon tout à fait approfondie du sujet, puisqu'il y avait une coalition gouvernementale et que cette coalition gouvernementale exigeait en quelque sorte la fidélité gouvernementale. Ça, c'est évidemment l'une des raisons qui est plutôt liée au fonctionnement de l'institution parlementaire dans un régime de parti. Alors qu'on aurait pu envisager, par exemple, que les parlementaires, comme sur certains sujets éthiques, on sait que, par exemple, sur la question de l'avortement, sur la question de l'euthanasie, certains partis ont laissé libre vote à leurs parlementaires. Bien sûr, et on aurait pu effectivement défendre l'idée que la question du respect des droits fondamentaux et des libertés publiques dans une situation de crise sanitaire posait de graves problèmes de conscience et que par conséquent c'était une de ces questions éthiques qui aurait pu effectivement être débattue en laissant la liberté de vote. Mais on était vraiment ici dans une question qui a été jugée absolument essentielle à la cohésion de la coalition gouvernementale, et c'est sans doute la raison pour laquelle, effectivement, on a demandé aux parlementaires d'obéir le doigt sur la couture du pantalon, ce qu'ils ont fait, en gros, et de manière générale. Alors, vous parlez clairement dans le livre d'une crise démocratique, mais une crise démocratique finalement qui préexistait déjà à cette crise sanitaire. Et le Covid, comme pour plein d'autres domaines, n'a été quoi que le révélateur de cette crise démocratique qui préexistait ? Oui, l'hypothèse de départ, c'est qu'effectivement, si nous avons beaucoup souffert, si l'état de droit et si les démocraties représentatives ont beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire, c'est parce que le terrain avait en quelque sorte été préparé par des évolutions, on pourrait même dire des dérives, antérieures à la survenance de la pandémie. Et en particulier, le fait que l'institution parlementaire, qui était considérée dans la pensée philosophique et politique majoritaire, qui était considérée véritablement comme le lieu de la représentativité de la nation, et où par conséquent les débats devaient se dérouler, les débats les plus essentiels devaient se dérouler, cette institution parlementaire, elle était déjà, si vous voulez, bien entamée avant la survenue de la pandémie, avec notamment ce régime de partis dont je vous ai parlé, mais aussi, par exemple, le fait que de plus en plus de questions politiques sont traitées avec l'aide d'experts, avec l'aide, si vous voulez, de personnes qui sont censées savoir, et au fond, dans de très nombreux domaines, et en particulier dans le domaine économique et dans le domaine social, de plus en plus, on a assisté à un recul
de la place des autorités politiques, et en particulier des autorités parlementaires, au profit d'institutions expertales. Et on le voit notamment au niveau de l'Union européenne, avec la gestion de la politique monétaire ou avec la gestion de la politique budgétaire. Et bien au fond, c'est dans cet environnement-là qu'est intervenue la pandémie et qu'effectivement, l'institution parlementaire qui était déjà bien affaiblie depuis un certain nombre de décennies s'est trouvée encore plus affaiblie du fait de la gestion de la crise sanitaire sur la base de prétendues vérités expertales. Oui, c'est ça. On a confié une partie des décisions politiques aux experts. Ou tout au moins, on a évidemment, comme je l'ai dit, confié ou délégué la totalité du pouvoir à l'exécutif. Et l'exécutif a voulu en quelque sorte légitimer son action en s'appuyant sur des panels d'experts et en entretenant, volontairement ou non, une sorte de confusion entre ce qui relève de la discussion scientifique d'une part et ce qui relève de la délibération politique d'autre part. Et c'est cet objet, encore une fois, cet objet politique non identifié, c'est-à-dire un exécutif flanqué d'un panel ou d'un ensemble d'experts dont la question de la nomination, dont la question des délibérations, dont la question de la portée des avis n'a pas du tout été interrogée, puisque, encore une fois, on a tout construit sur le tas, et on ne s'est pas donné la peine, en quelque sorte, alors que maintenant, 2 ans se sont presque écoulés depuis le début de la pandémie, on ne s'est pas donné la peine, en quelque sorte, de théoriser ce rapport entre l'expertise d'un côté et la délibération politique de l'autre. Au contraire, on a continué de maintenir une sorte de brouillage des frontières entre les deux, ce qui est de nature à affaiblir aussi bien la déontologie scientifique d'une part que ce que je pourrais appeler l'honneur de délibérer politiquement de l'autre. Ouais, ce qui vous fait dire que finalement la démocratie est vraiment la grande perdante. Enfin, l'état de droit, en tout cas, démocratique. Les deux, la démocratie est représentative, c'est-à-dire au fond l'idée que une gestion de crise sanitaire est par définition une question qui n'est pas uniquement une question scientifique, médicale, mais que c'est d'abord et avant tout une question politique, qui suppose donc une délibération politique, le lieu de cette délibération étant en principe le Parlement où siègent les élus représentants de la nation. Donc, la démocratie représentative a été évidemment pendant toute cette crise aux abonnés absents. Et par ailleurs, l'état de droit, c'est-à-dire à la fois le respect de certains principes, de certaines procédures dans l'élaboration des décisions d'une part, et le fait que certains droits fondamentaux sont protégés par la Constitution d'autre part, cet état de droit-là a lui aussi été très clairement entamé pendant toute cette crise sanitaire. Et un des garants, normalement, de l'état de droit, ce sont les juges, c'est la justice. Et là, de nouveau, vous estimez que la justice et les juges n'ont pas joué leur rôle, en tout cas beaucoup d'entre eux. Et vous allez même plus loin, puisque vous dites certains juges ont bâillonné vraiment l'état de droit. Comment vous expliquez ça ? On a voulu, certains juges ont préféré suivre le politique et sans creuser vraiment les textes, parce qu'il y avait des choses à creuser, il y avait des choses à dire sur ces textes et sur ces arrêtés royaux. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait qu'il y a de la part des juridictions aussi bien le Conseil d'État d'une part que les juridictions judiciaires d'autre part, c'est-à-dire les tribunaux de police qui ont dû notamment juger certains délinquants Covid, puisqu'il faut les appeler comme ça. Ces juridictions, en effet, n'ont pas non plus été tout à fait à la hauteur de la situation. Mais, encore une fois, on peut essayer d'expliquer ça d'une part par... Encore une fois, l'atmosphère belliciste qui a été entretenue. Et donc, dans une guerre, on fait front. Et dans une guerre, l'appareil d'État fait front. On sait très bien que, là encore, même dans des régimes démocratiques, les temps de guerre sont des temps où la vigueur démocratique est largement entamée et affaiblie. Et donc ici, les juges se sont trouvés dans une atmosphère de guerre et aussi dans une atmosphère qui a été entretenue évidemment à la fois par les autorités politiques et par certains médias, qui est une atmosphère de peur permanente et de peur de la mort, qui est évidemment probablement la peur la plus fondamentale
qui est vraiment au cœur de l'homme. Et donc, à la fois cette atmosphère de guerre et cette atmosphère de peur ont fait que beaucoup de juges ont considéré que, au fond, dans une période comme celle-ci, dans une période aussi exceptionnelle que celle-ci, les principes fondamentaux de l'état de droit pouvaient être, en quelque sorte, si ce n'est tout à fait violés, en tout cas pouvaient être considérablement affaiblis, parce que c'était pour le bien de la nation et c'était pour le bien de la population. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on lit certaines décisions, aussi bien celles du Conseil d'État que celles de juridiction judiciaire, eh bien, on voit que certains juges ont fait preuve d'une créativité absolument débridée pour essayer d'arriver à une conclusion qui est une conclusion qu'en temps de paix, qu'en temps ordinaire, il n'aurait sans doute jamais avalisée, qui était que ces textes étaient tout à fait légaux et tout à fait conformes au droit en vigueur. Mais moyennant des raisonnements, moyennant des démonstrations, dont la simple lecture suffit à prouver qu'elles n'ont rien de convaincant. Oui, parce que dans le livre, vous pointez quelques exemples, mais de formulations qui sont vraiment problématiques, d'erreurs grammaticales, mais aussi de questions de fond où finalement on peut interpréter de façon très différente ce qui est écrit, au point que souvent sur le site internet infocoronavirus.be, on reformulait les textes des arrêtés ministériels. Oui. On a donc laissé à des gestionnaires de sites internet le soin d'interpréter des textes de loi ? Oui, et plus largement, donc, il s'agissait d'arrêtés ministériels, qui étaient donc d'une part systématiquement rédigés dans l'urgence, et donc, pour les francophones que nous sommes, la situation est très facilement compréhensible. Ces textes ont été rédigés à la va-vite en néerlandais, et on s'est empressé d'en faire une traduction via Google Translate ou peut-être un peu mieux via DeepL pour parvenir à donner des textes français, mais dont, en effet, le caractère simplement correct du point de vue linguistique faisait défaut la plupart du temps. Donc on a d'abord des textes extrêmement mal torchés, des textes effectivement pour certains incompréhensibles, alors qu'il s'agit quand même de textes qui étaient accompagnés de peines d'amende, voire d'emprisonnement pour ceux qui les auraient violés. Et donc effectivement, puisque ces textes étaient publiés dans l'urgence et dans un état à la fois grammatical et stylistique lamentable, eh bien on était obligé alors, dans la foulée, et presque tout autant en urgence, de donner, si vous voulez, un mode d'emploi de la lecture de ces textes qui se trouvaient sur ce site officiel. Mais à côté, en effet, de ces problèmes de forme qui sont très importants, parce qu'on a l'impression que tout ça, ce sont des questions fondamentalement de juristes. Mais il faut quand même savoir que ces textes nous concernaient tous autant que nous sommes. Chaque citoyen était concerné par ces textes et se voyait tantôt interdire ou tantôt obligé d'adopter tel ou tel comportement. Alors comment voulez-vous qu'un citoyen qui n'est pas juriste sache exactement ce qu'on attend de lui, si même les juristes eux-mêmes n'étaient pas capables de déterminer la portée de ces arrêtés ministériels, tellement ils étaient mal rédigés. Et puis au-delà de ces questions de forme, il y a en effet les questions de fond, et notamment les questions dont on a vu une illustration dans l'affaire de la culture et la fermeture du secteur culturel lors du dernier Codeco, qui est la question de la proportionnalité des mesures. Oui. Alors, vu que vous parlez de cette question de la culture, la question de la désobéissance est aussi intéressante. Et vous la soulevez dans le livre. Alors, le livre a été publié avant justement ce dernier Codeco. Vous disiez que vous étonniez, en fait, qu'il y ait si peu de désobéissance ou si peu, finalement, d'acteurs qui se soulèvent contre certaines de ces mesures. Or, ici, au mois de décembre, là, les lieux culturels, les cinémas se sont soulevés en masse contre ces mesures. Comment on peut expliquer non seulement que les acteurs culturels aient autant désobéi, mais aussi qu'ils soient soutenus par la population, soutenus même par certains experts, soutenus même par certains politiques? Alors, effectivement, c'était pratiquement une sorte d'événement inédit, puisqu'il y a eu des menaces de désobéissance au moment de la réouverture de l'Horeca en mai 2021, lorsque le gouvernement avait décidé finalement de reporter d'une semaine la réouverture de l'Horeca. Mais donc c'est la première fois en effet que consciemment, certains opérateurs culturels, pas tous,
et la plupart d'ailleurs en communauté française. Je n'ai pas d'informations sur la communauté flamande, ou plus exactement, je crois qu'en communauté flamande, aucun opérateur culturel n'a désobéi, ou en tout cas n'a estimé qu'il devait désobéir. Donc c'est un problème ou un débat qui a essentiellement été consacré dans la partie méridionale du pays, donc en communauté française de Belgique. Et je crois que c'est tout simplement parce que cette fois-là, mais peut-être plus que jamais, l'absurdité de la décision du Codeco et son caractère éminemment absurde et discriminatoire ont été aveuglants. Je ne dis pas que d'autres mesures, et il y en avait beaucoup, d'autres mesures antérieures ne posaient pas problème. Je crois que beaucoup de mesures antérieures, et j'en parle dans le livre, posaient problème. Mais ici, on a eu affaire à quelque chose qui était tellement aberrant, tellement ubuesque, tellement stupide au fond, que les opérateurs culturels ont pris ce risque mesuré parce qu'effectivement, on a vu l'appareil d'État, ou plus exactement certains organes de l'État, se désolidariser, ce qui est évidemment quelque chose d'absolument inédit aussi, avec la mesure prise. Je prends deux exemples très rapides. D'une part, l'exemple du procureur général du Hainaut, qui dit qu'il va mener une politique criminelle intelligente et qu'il a autre chose à faire que de verbaliser les cinémas et que de verbaliser les spectacles de théâtre. On est heureux de constater que les procureurs généraux, désormais, ont à cœur de mener une politique criminelle intelligente, parce que pendant 2 ans, ils ont mené plutôt une politique criminelle imbécile qui a consisté à réprimer systématiquement la moindre infraction Covid. Et puis vous avez des membres de la majorité gouvernementale qui se sont eux-mêmes désolidarisés d'une décision à laquelle ils avaient d'une façon ou d'une autre participé. Et là, effectivement, on atteint un degré d'hypocrisie qui est assez phénoménal, puisqu'effectivement, on est arrivé à une situation où même des partis de la majorité, très rapidement, vu le tollé que la décision a suscité, se sont désolidarisés. Et c'est ce qui a donc rendu possible cette séquence très particulière liée au secteur culturel. Je ne suis pas sûr que cette séquence pourra s'étendre à d'autres secteurs ou dans d'autres circonstances. Mais on voit que la justice leur a quand même donné raison aussi par la suite. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au niveau des juges, vous avez l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont passées et qui ne devraient plus arriver et qu'il faut un peu plus être plus sensibilisé à la légalité tout simplement des textes ? C'est un espoir qu'on peut nourrir, mais en effet, un seul arrêt de suspension du Conseil d'État ne signe pas le retour de l'état de droit démocratique. L'exemple que je voulais donner, c'est que, alors que c'est une chambre francophone du Conseil d'État qui a donné raison au premier requérant et qui a donc considéré comme d'apparence illégale l'arrêté royal qui suspendait, qui fermait à nouveau le secteur culturel, eh bien, 2 jours plus tard, juste avant la publication de l'arrêté royal de réparation, une autre chambre du Conseil d'État, néerlandophone celle-là, avait également été saisie par des opérateurs culturels flamands, et cette chambre néerlandophone, elle, a rejeté le recours en disant qu'il n'y avait pas d'extrême urgence. Donc, encore une fois, je serai extrêmement prudent. Je ne crois pas qu'on va assister du jour au lendemain à un réveil de la plupart des juges et à une volonté des juges de se conformer à la mission qu'ils aiment à s'arroger, qui est celle d'être des gardiens de l'ordre juridique. Ça, je n'ai pas un espoir, si vous voulez, tout à fait délirant à ce sujet. Mais comment, du coup, pouvons-nous espérer rétablir finalement notre démocratie, rétablir l'état de droit, rétablir nos libertés fondamentales ? Par quoi ça doit passer, selon vous ? Ça doit d'abord passer par une prise de conscience de ce qui est en train de se dérouler. Et à défaut de cette prise de conscience, j'en viens, moi, à me demander si, précisément, la démocratie libérale, c'est-à-dire ce régime que nous avons connu et qui, pour paraphraser Churchill, est sans doute un très mauvais régime, mais peut-être le moins pire de tous, si ce régime démocratique, de démocratie libérale, va pouvoir survivre à cette longue période de recul des libertés publiques. Puisqu'effectivement, encore une fois,
cela vient s'aboucher à des évolutions antérieures, notamment en ce qui concerne des mesures d'exception prises dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, on constate, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, une sorte de propension des démocraties occidentales à renier leurs principes fondateurs lorsque des menaces très sérieuses, comme le terrorisme ou une pandémie, viennent menacer les populations. Et donc, c'est un peu la solution de facilité, quoi. C'est-à-dire, en réalité, eh bien, puisque nous sommes dans une situation d'exception, nous pouvons nous autoriser n'importe quelle dérive. Passer en état d'exception. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'effectivement, on s'habitue à ça. On s'habitue très vite à une situation d'exception. Et donc, ma crainte, c'est que si on n'en prend pas conscience, si on n'en débat pas, et si, au sortir de cette pandémie, que j'espère le plus rapide possible, on ne remet pas sur le tapis la question des atteintes aux droits fondamentaux et des atteintes à la démocratie représentative qui ont été perpétrées pendant cette crise, eh bien nous nous préparions à un avenir beaucoup plus sombre en termes de société démocratique. Oui, et c'est vrai qu'une des pistes que vous évoquez, c'est notamment le rôle de l'éducation. Par exemple, outre ce travail évidemment d'analyse, de réflexion, d'introspection, le rôle de l'éducation via peut-être le cours de philosophie et de citoyenneté, par exemple, ou parce que ça permettrait de munir finalement les citoyens et les citoyens de demain d'outils et qui leur permettrait de mieux décrypter ce qui est en train de se passer. En effet, moi, je mise beaucoup sur l'école. Hein. C'est évidemment un tropisme un peu naïf de professeur, mais je pense que l'école aurait un rôle à jouer et que, effectivement, ce nouveau cours d'introduction à la philosophie et à la citoyenneté serait précisément l'occasion de munir de jeunes gens appelés à devenir les citoyens de demain d'une connaissance beaucoup plus approfondie que celle que nous avons reçue sur précisément le fonctionnement de l'État et en particulier sur le fonctionnement d'un État de droit démocratique. Le problème, c'est que beaucoup de gens dans la population ne sont tout simplement pas informés à la fois de ce que c'est qu'un État de droit, de ce que c'est qu'un État de droit démocratique. Et donc, si effectivement ce cours, et le fait que ce cours passe dans l'enseignement public de 1 à 2 heures par semaine, pouvait notamment donner des rudiments de droit public, des rudiments sur justement l'état de droit et la démocratie représentative, si l'on pouvait en quelque sorte faire prendre conscience davantage à ces futurs citoyens de ce que c'est que l'état de droit démocratique et du fait qu'il ne tiendra et qu'il ne sera assuré que si les citoyens le défendent. Eh bien, si ce cours de philosophie et de citoyenneté pouvait introduire cette réflexion et ce passage de savoir, alors en effet, ce serait une grande réforme sur le long terme également. Oui, ce qui permettrait aux citoyens d'être peut-être moins passifs que ce qu'ils n'ont été Exactement. pendant cette pandémie. Parce que je disais, vous avez des mots durs dans le livre pour les politiques, pour les juges, pour les médias aussi, mais aussi pour les citoyens. Pour finalement vous et moi, pour tous ceux qui se sont laissés faire ou en tout cas qui n'ont pas réagi à ce qui est en train de se passer. À ceci près, effectivement, que j'essaie d'indiquer les raisons pour lesquelles une bonne partie de la population était apathique et que ces raisons peuvent tenir lieu de circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes, à nouveau sans être un spécialiste, mais que vous êtes bombardé de nouvelles alarmantes, quand le politique vous prend pour un grand enfant, on infantilise beaucoup, qu'il faut effectivement mener tantôt à la baguette, tantôt avec un sucre d'orge. Quand effectivement vous avez des libertés démocratiques qui ont été rognées pendant toute cette période. Je pense notamment à la liberté de manifestation et à la liberté de réunion. Et que la matraque ou les autopompes peuvent servir contre des gens qui se réunissent pacifiquement ou qui s'associent pacifiquement, effectivement, on peut comprendre que la population ne soit pas particulièrement prompte à se défendre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le fait de mettre ces questions en débat et le fait de mettre ces questions en débat public, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aujourd'hui.
Et ça nous rappelle effectivement le rôle du Parlement, notamment, où normalement ces questions auraient dû être mises en débat public, puisque c'est un des rôles du Parlement. Nicolas Thirion, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, c'est « Le confinement par les nuls », publié aux presses universitaires de Louvain, un essai intempestif où on apprend beaucoup de choses, qui nous fait réfléchir, et donc je conseille à tous nos auditeurs. Nicolas Thirion, merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous. Merci.